CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec le Networking Premium Group. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, 100% entreprise familiale. Vous êtes plus de 18 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Diane de Monjamong, qui est Managing Partner de Transactions et compagnie. Bonjour Diane. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie Carcassonne, qui est CEO de Dynamo. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1975 à Suresnes, diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. D'ailleurs, il y a les alumni de Lausanne, il paraît que c'est un des plus grands réseaux mondiaux. Vous confirmez ou pas? Sûrement. Je suis pas très impliquée. Non, vous occupez pas des alumni, quoi. Vous travaillez toute seule. Pas encore, ouais, peut-être. 2002, première expérience professionnelle, Town and Shelter, c'était une belle aventure. Hein, c'était magnifique, on travaille toujours avec Serge Trigano et son fils. C'était le tout début de l'idée Mama Shelter, à laquelle personne ne croyait au début, quoi. Hein. Absolument. Ouais. Qui a assez révolutionné l'hôtellerie dite lifestyle, qui a créé l'hôtellerie dite lifestyle. Ouais, c'était une belle revanche après la mésaventure, on va dire, Club Med. En 2006, vous allez créer votre propre boutique. Vous êtes toujours senti l'âme d'un entrepreneur, Marie, ou c'est un peu le hasard? Non, c'était plutôt le hasard. C'était comme ça. Et aujourd'hui, les métiers de cette PME, vous faites quoi? Nous, on fait des achats de mobilier et d'équipement. C'est pas très sexy dit comme ça. C'est tout ce qui meuble un hôtel et du résidentiel haut de gamme. Donc les deux, professionnels ou des résidentiels aussi pour les particuliers? Oui, absolument. Ouais. Et alors quoi, par exemple, on a une gamme complète de produits, d'offres? Une gamme absolument complète, ça va de la petite cuillère au rideau, en passant par les tables, les chaises, les matelas, les oreillers, les équipements de ce qu'on appelle de back of house, donc tout ce qui permet de faire fonctionner un hôtel et qui est non visible des clients aussi, donc tout ce qui concerne les chariots, les aspirateurs, le mobilier pour le personnel. Vous avez tout là, ouais. On a tout. Et alors, c'est eux qui viennent vous voir ou des marchés là, parce que vous avez quand même une super notoriété sur le marché? Ce sont essentiellement des opérateurs, des investisseurs et de plus en plus des architectes d'intérieur. Au début, ils se méfiaient un peu de nous. Ils nous voyaient un peu comme des empêcheurs de tourner en rond. Et maintenant, je pense que c'est plutôt l'inverse. Ils ont envie qu'on soit là parce qu'on arrive à faire l'interface entre tout le monde et voilà, s'assurer qu'on garde le cap. Il y a une tendance en ce moment. Quelles sont les tendances? Il y a des couleurs, il y a des produits, des choses qu'on va retrouver dans tous les hôtels du monde entier ou pas? Non, chaque hôtel a sa propre spécificité. Oui, c'est aussi pour ça qu'ils appellent des architectes d'intérieur, justement pour pas être figé dans un certain secteur. Après, c'est plus une catégorie ou c'est plus des lieux, mais non. Et vous bossez en France et également à l'international? Pas mal, et de plus en plus à l'international. Quand je dis international, c'est même extra-Europe, à vrai dire, parce que l'Europe, c'est pas comme la France, mais pas loin. Oui, c'est la banlieue. Oui, ouais. Et puis de plus en plus en Afrique, aux États-Unis, à Dubaï. Voilà. Diane. Au-delà du fonctionnel, donc simplement d'équiper l'hôtel, est-ce que vous venez en fait renforcer l'identité? Est-ce que vous intervenez sur un brief? Alors, simplement aménager l'hôtel, c'est un petit peu réducteur parce que c'est quand même assez complexe en réalité. C'est pour ça qu'on dit acheter du mobilier et ce terme acheteur, il est très réducteur parce que c'est pas que fonctionnel, c'est esthétique, c'est ergonomique, c'est très financier aussi. On a des budgets à respecter, on a des plannings à respecter. Et donc nous, on travaille main dans la main avec les architectes d'intérieur. Donc c'est eux qui font la prescription esthétique. Et nous, on fait en sorte justement d'arriver à ce qu'ils veulent faire. À partir d'un dessin, d'un sketch, d'une perspective, comment on fait pour 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans après, arriver avec un hôtel fini qui a respecté le budget, qui a respecté le planning et le dessin. Et on ajoute en plus maintenant, parce qu'on est entreprise à mission et Bicorp depuis 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Et donc, on ajoute en plus l'éco-conception quand on peut, avec les architectes d'intérieur qui sont de plus en plus dans cette démarche, les investisseurs aussi. Et l'air de rien, ça nécessite de travailler un peu différemment. Ça ne coûte pas plus cher, mais ça prend un petit peu plus de temps. Est-ce qu'il y a des tendances de fond auxquelles vous croyez très fort et sur lesquelles vous allez justement exprimer votre valeur ajoutée? Celle-là, justement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si je caricature, la valeur d'un meuble, comptablement, un meuble ne valait plus rien au bout de 7 ans, ne vaut plus rien au bout de 7 ans. Et nous, justement, on milite presque pour expliquer que ça n'est pas vrai, que si un meuble est bien conçu dès le départ, justement, on a la chance de travailler avec le plus grand designer français, s'il est bien conçu dès le départ, s'il est bien fabriqué dès le départ et s'il est bien entretenu,
à la fin des 7 ans, même à la fin des 10 ans d'exploitation, il a une valeur résiduelle. Elle peut être d'usage, parce que la chaise continue à servir d'usage. Elle peut être émotionnelle, parce que quand on est allé dans les lieux, et comme tu disais Alain, on a la chance de faire des très beaux lieux qui sont eux-mêmes très emblématiques, donc on a vécu des moments exceptionnels là-bas, donc il y a une valeur émotionnelle, d'où certaines ventes aux enchères et même de plus en plus. Pourquoi pas une valeur patrimoniale ? Parce que certains meubles qui se sont inscrits dans le temps et qui maintenant valent énormément, et encore une fois, comme on travaille avec ces designers de renommée internationale, ça peut s'inscrire dans le temps. Donc ça peut être un investissement. En fait, c'est exactement ça. Merci Alain. Nous, on veut plus que les... Alors, dans notre jargon, ça s'appelle FFNI. Que les mobiliers, c'est pas très joli. On veut plus que les mobiliers soient considérés comme des dépenses, mais qu'ils soient considérés comme un investissement. Mais ça, il faut questionner toute la chaîne de valeur pour faire ça. Et je pense qu'on est un peu les seuls à faire ça, à vrai dire. Très bien. Dynamo, voilà, Diane. Dynamo. Alors, on entend parler de certaines mouvances, par exemple de la chambre insonorisée à l'aromathérapie, en passant par les menus d'oreiller, des choses comme ça. Vous croyez, vous, à un tourisme du sommeil, un tourisme du plein repos ? C'est une bonne question, ça. Un tourisme de la déconnexion, oui. Un tourisme du bien-être, oui, et de fait, il se développe énormément, quelle que soit la forme que prenne ce bien-être. Uniquement du sommeil, je pense que c'est un des ingrédients parmi d'autres. Ça va avec la nutrition aussi, enfin en tout cas l'alimentation, plus que la nutrition, l'alimentation, le fait parfois de déconnecter de tout ce qui est électronique et encore. En fait, c'est très holistique. Et il y a de plus en plus d'offres comme ça, et alors ça va du plus léger, où c'est simplement des installations dans des lieux un peu perdus, à des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées et carrément on ressort plus jeune que quand on est arrivé, plus en forme, plus beau. Oui, mais de plus en plus, c'est-à-dire c'est belle promesse. Ouais, c'est génial. Bon, on va venir avec Yann tous les deux là. Exactement. Et tourisme du télétravail, ça existe ? Oui, pas mal. Ouais, les digital nomades. Non, mais c'est vrai, les digital nomades, ça existe pour de vrai. Des gens, j'en connais quelques-uns qui, alors carrément à l'extrême, n'ont pas de domicile fixe, et qui se déplacent en fonction des projets, en fonction de leurs clients, qui dorment à l'hôtel, qui dorment dans des Airbnb. Il n'y a pas de vrai bureau fixe. Non, quoi. Non. Et le Made in France, ça vous parle ou pas ? Est-ce que ça se vend, ça, voir le Made in Europe ? Totalement. Alors, en l'occurrence, nous, on achète pratiquement tout que France et Europe du Sud, c'est-à-dire France, Italie, Portugal. Vous n'aimez pas les Polonais, Portugal. vous, hein ? Si, justement, là, on va faire un projet à Vienne et on ira voir plutôt dans les pays de l'Est, parce qu'il y a une logique géographique aussi. Parce que, voilà, on achète bien au départ, mais ensuite, il faut pouvoir soit faire réparer, soit opérer pendant les 10 ans derrière. Et puis, parce que l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est, en effet, sont très compétitifs. Donc, nous, c'est essentiellement là qu'on achète. En France, il y a de plus en plus de fabricants compétitifs, mais quel que soit le niveau, je veux dire, pas uniquement pour le moyen de gamme. C'est une très, très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle et ça fait aussi partie de la démarche de favoriser tout ce qui est France et Europe, vraiment. Parfait. Diane, une question supplémentaire ? Non, ça va. Enfin, vous verriez bientôt une sorte d'hôtel vert dans lequel vous n'avez que de la récup de vos projets précédents, dans la lignée de ce que vous racontez. Des vieilles chaises, des vieilles tables. Oui, il y a quelques éternels, des mobiliers que vous avez déjà placés. Il y a des marques qui se situent comme ça, enfin des hôtels qui se font essentiellement à base de récup, mais ça c'est aussi un des arguments qu'on utilise de plus en plus. En tout cas, à minima pour le back of house, parce que déjà, il y a des choses qui sont vraiment très chouettes. Et dans pas 100% de nos projets, mais 80% de nos projets, il y a une part croissante de ce qu'on appelle le vintage, et qui sont justement ces éléments qu'on achète chez des brocanteurs, chez des antiquaires. Pour une nouvelle vie. Exactement. Oh, c'est beau ça. Oui. Combien de personnes bossent dans votre boîte, Marie ? Une vingtaine. Et le profil, c'est quoi ? Ce sont souvent soit des architectes, soit des écoles de commerce, soit écoles hôtelières. Ouais. Parce qu'en fait, c'est à la croisée de beaucoup de métiers, donc il faut comprendre pas mal de choses. Et l'idée, c'est de grandir la boîte ou alors Dynamo, elle est bien à 20 personnes, vous êtes heureuse, vous êtes épanouie ? Non, c'est de grandir. De continuer à grandir, quoi ? Oui. Voire de racheter ou pas ? Pas tellement racheter, plutôt grandir pour l'instant, en proposant de nouveaux services. Bon, et votre meilleur souvenir de vin de gastronomie, quel est-il ? Mon meilleur souvenir de vin de gastronomie, un bon plat, un bon vin, une émotion Alors le Chaspline, Chaspline de 2006 même, très précisément. Et
En gastronomie, le miroton de mon père, je dirais. Oh, c'est Voilà, mignon ça. C'est mignon. Merci beaucoup Marie, merci également à vous Diane. Fin de ce numéro de CEO Radio 100% entreprise familiale. Retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez-nous également sur LinkedIn. On se retrouve jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous en mars 2027 pour la 2e édition du European ETI Summit à la Sorbonne en présence de 1000 dirigeants d'ETI. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec le Networking Premium Group.